professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, bienvenue. Si vous nous retrouvez, c'est peut-être que vous avez allumé votre téléphone et votre application Studio Qualita. Et oui, il faut descendre l'application Studio Qualita. Vous pourrez nous voir ou nous écouter si vous êtes en voiture, par exemple. Voilà, alors aujourd'hui, je suis avec Valérie Carcenti. C'est un dossier Qualita de qualité, si je puis dire, puisqu'on va parler de l'Université de Jérusalem. Voilà, alors l'Université de Jérusalem, c'est beaucoup de programmes, beaucoup de choses. Mais nous, ce qui nous intéresse, Valérie, c'est votre programme de la Mechina, le programme préparatoire lorsqu'on a son bac et qu'on veut rentrer à l'Université de Jérusalem, parce que vous êtes la conseillère académique du programme. Voilà. Académique. Bah oui, c'est dit comme ça. Bah, ouais, bien exactement. sûr. Alors, ce programme académique préparatoire, ce nom emblématique qui fait rêver, qui existe, c'est un programme qui existe depuis 40 ans, un peu plus même maintenant. Tout à fait. C'est assez ancien. Ça correspondait en fait à, si vous voulez, à une volonté d'intégration des étudiants qui venaient, enfin qui n'étaient pas encore étudiants d'ailleurs, bacheliers du monde entier, on va du dire. monde entier, exactement. Là, c'est pour les francophones, mais c'est un programme qui accueille des étudiants vraiment du monde entier. Et vous vous occupez de la section francophone. C'est Tout comme à ça fait. pour expliquer un peu aux gens, parce que c'est vrai que c'est un endroit où on rencontre des gens vraiment du monde entier, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans votre programme? Et est-ce que c'est un programme pour tout le monde? Alors, ce qu'il Programme faut faire, élitiste, c'est paraît-il, élitiste. très élitiste. Oui, c'est pas très agréable à dire, mais très élitiste. Il faut avoir son bac. C'est tout. Et donc, on a différents types d'étudiants potentiels. On a des bacheliers qui viennent de terminer, qui ont eu leur bac et qui viennent en Israël, et donc qui font cette année préparatoire. Et puis, on a des étudiants qui sont après l'armée ou après d'autres programmes et qui Ou veulent... après des années de fac un peu écourtées. Aussi, tout à fait. Par exemple, première année de médecine ratée ou première année de pharma. Ouais. Ou mauvaise orientation à la base en France, et puis on change de voie. C'est possible d'arriver chez vous comme ça. Oui, tout à fait. On en a aussi régulièrement. On a des étudiants qui ont fait 1 année, 2 années de médecine. C'est souvent médecine parce qu'il y a un concours à la fin et que en fait, quand ils ont été mal orientés, ils arrivent. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas en premier choix la Mechina. La majorité de nos étudiants, ils choisissent ça en premier. Mais c'est vrai qu'on récupère aussi des étudiants qui sont un peu perdus en chemin, quoi. D'accord. Alors, est-ce que pour faire la Mechina, il faut être israélien ou pas? Alors non, il y a pas de. On accueille des étudiants qui ont fait leur alia et des étudiants qui sont touristes dans le cadre on est un programme Massa aussi. Donc on a toutes les, si vous voulez, toutes les possibilités. On peut accueillir toutes sortes d'étudiants. Alors en général, dans les programmes Massa, on a des activités, bien sûr, en fonction de chaque programme. On est logé sur place et nourri sur place. C'est le cas à la Mechina ou pas? Alors on est logé sur place, oui, bien sûr, parce qu'il y a ce qui s'appelle les méonotes, quoi, en fait, la cité universitaire. Alors pour ceux qui ont connu la Mechina il y a très longtemps, ça a bien changé. Les logements universitaires sont magnifiques. Oui, c'est vrai. Ça a été refait. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a toujours les anciens qui s'appellent Reznik. Peut-être que ça donne des... Ça rappelle des souvenirs. Ça à rappelle certains, des souvenirs, sûr. voilà. Et il y a un nouveau groupe de bâtiments qui s'appelle le Kfar Studentim, Student Village, et qui est donc tout à fait beaucoup plus récent. Disons, ça a 10 d'années. Et là, c'est grand luxe. C'est grand luxe, il y a une piscine, il y a des centres de sport, c'est magnifique. En général, ça à l'américaine. Tout à fait. Ça séduit beaucoup les gens qui viennent parce qu'il y a vraiment... Même le centre sportif, il y a du tennis, on peut tout faire, quoi. Si vous avez envie de faire de la Zumba, du yoga... tout est prévu. On peut rester dans le Kfar Studentim sans sortir. Presque, ouais. Enfin, il faut venir au cours quand même. Hein. C'est l'intérêt du programme. Voilà, bon, évidemment, on a commencé l'émission en parlant des à côté, mais c'est surtout un programme très sérieux. C'est difficile, il y a beaucoup d'heures de cours. Oui, il y a, en général, pour les francophones, il y a environ entre 40 et 45 heures de cours par semaine, sachant que nos étudiants ils sont répartis par niveau. On fait des examens d'évaluation avant de commencer l'année.
que ce soit en anglais, en hébreu ou en maths, pour connaître leur niveau, puisqu'ils viennent vraiment de milieux tout à fait différents. Et donc, c'est comme ça qu'on les dispatche suivant les classes de niveau qui leur correspondent. D'accord, donc 45 heures de cours par semaine, c'est beaucoup. Combien d'heures d'hébreu par semaine ? Ça dépend des niveaux, encore une fois, d'hébreu. En général, l'étudiant type qui vient d'avoir son bac et qui était dans une école juive et qui a fait en LV2, LV3, 2 heures par semaine, ils ont environ 14 heures par semaine d'hébreu. J'ai pas parlé de l'Ulpan Kites parce qu'avant le début du programme, si vous voulez, avant l'année universitaire, il y a ce qui s'appelle l'Ulpan Kites qui dure 2 mois. Et là, c'est de l'hébreu intensif, 5 heures par jour. On peut faire aussi l'Ulpan Kites en sortie de programme. Ça veut dire que une fois qu'on a terminé l'année de Mechina, on peut s'inscrire pendant 2 mois d'hébreu intensif pour encore monter un niveau. D'un niveau, oui, tout voilà. à fait. Donc, c'est tout à fait possible. C'est un Ulpan extraordinaire. Vraiment, si vous avez l'occasion de le faire, je vous le conseille personnellement. C'est ce que disent les parents qui Mais viennent c'est la me voir. vérité, c'est génial. Franchement, c'est vraiment une chance unique d'avoir dans cette ville un Ulpan de cette qualité, vraiment. Ouais. Alors, donc on l'a compris, 45 heures de cours, de l'hébreu, des maths, de la physique, etc. etc. Mais vous avez la réputation d'être devenu une prépa, en fait. Tout à fait. Ça ressemble beaucoup. Si vous voulez, il n'y a pas la contrainte, je dirais... mais ça, c'est propre à Israël. Je pense qu'on laisse une espèce de liberté aux étudiants. Même... là, il s'agit d'un cadre quand même très, disons, assez strict, parce qu'on est strict aussi au niveau de la présence au cours. Ils ne peuvent pas être absents sans raison. Plus de 30% etc. Enfin, on a des quotas. Mais en même temps, ils ont une espèce de liberté personnelle qui peuvent... et je pense que c'est propre à Israël. Alors, c'est vrai qu'on est une prépa, mais avec les avantages d'Israël. D'accord. Je dirais. Donc, pour revenir sur le programme d'études, est-ce que faire la Mechina permet de valider des UV lorsqu'on entre ensuite à l'université, pour commencer vraiment son diplôme ? Alors oui, ça permet, par exemple en maths et en physique, en anglais aussi, et bien sûr en hébreu, parce que vous savez que, c'est dans toutes les facs en Israël, tant que vous n'avez pas acquis le niveau de ce qui s'appelle le ptor, en fait la dispense, vous êtes obligé de continuer les cours d'hébreu, à moins que l'étudiant il ait passé l'UAL, et à ce moment-là, avec un certain niveau, il n'est plus obligé. Alors, on a un ptor d'hébreu à l'université. À partir de quel niveau environ ? Alors, il y a deux possibilités. Soit le IAL, et donc c'est à partir du niveau d'ALED qu'on n'est plus obligé d'étudier l'hébreu. Soit si c'est le ptor de l'université, le ptor de fin d'études. Voilà, le fin d'études, c'est VAV. C'est-à-dire qu'il y a 6 niveaux d'hébreu qu'il faut avoir validé. C'est-à-dire qu'en fait, pour décoder, pour bien suivre ses cours à l'université, sans avoir trop de galères, on va dire, il faut avoir un niveau VAV. Oui, c'est-à-dire que ça dépend des départements, parce que si c'est plus scientifique, les chiffres ça passe. Parlent. En Dalet, on peut s'en sortir. Tout à fait. Et d'ailleurs, le niveau qui est exigé, c'est une fin guimel. C'est pas pour pour bien plein sûr. De... Non, mais là, on parle du sous-texte, de ce qu'il faut, c'est-à-dire pour faciliter la vie des étudiants. C'est vrai. Vous pouvez rentrer avec un niveau Dalet, mais si vous avez un niveau VAV, la vie sera plus simple pour vous. C'est clair, c'est sûr. Et en plus, alors évidemment, dans des départements comme, je sais pas, le droit, des choses comme ça, évidemment, il faut un niveau bien meilleur, parce que c'est très difficile, Il y a beaucoup de lectures. Même s'il y a de la lecture en anglais, il y a beaucoup de lecture en hébreu. Il y a beaucoup de choses à rendre, de textes, c'est difficile. Alors, on a compris qu'on peut valider certaines matières qu'on aura appris à la Mechina. Donc, c'est pas un an de perdu, parce que souvent les parents pensent tu vas perdre un an, tu vas pas faire tes études tout de suite. Bien au contraire, non seulement ils vont apprendre la vie en Israël, ils vont découvrir le monde universitaire, mais en plus ils vont valider, et ça c'est rare, des matières pour leur première année d'entrée à la fac. C'est très important. Est-ce que le bac, les psychométries, qu'est-ce que c'est important ? Comment ça se mélange tout ça ? Alors, la note de la Mechina, la note du bac, la note des psychométriques. Alors les Français, ils ont, si vous voulez, ils ont la chance que leur bac il soit très bien reconnu en Israël. Ce que je veux dire, c'est que dans toutes les universités, ils donnent la possibilité d'avoir une note de bac et une note de psychométrique.
Maintenant, il y a des cas, par exemple, où les étudiants, ils n'ont pas eu une super note au bac, ils ont eu 12, 13, qui n'est pas considérée comme une note suffisante pour entrer dans certains départements, parce que les francophones, ils cherchent toujours les départements, vous savez, médecine, dentaire, droit, école de business, qui demandent des scores plus élevés, voilà, c'est ça. Donc, à ce moment-là, ils ont la possibilité de faire la Mérina pour améliorer leur score de bac. Voilà. Mais en général, les universités, donc en particulier celle de Jérusalem, l'université hébraïque, ils font un calcul avec le bac et les psychométriques ou la Mérina et les psychométriques, dans la mesure où ça avantage plus l'étudiant. On cherche toujours ce qui va l'aider à être admis plus facilement. Si c'est la note de bac, c'est la note de Mérina. Ils peuvent aussi rentrer des fois, si la note de bac elle est vraiment élevée, sans les psychométriques. Il y a la possibilité. Donc il y a beaucoup d'avantages parce qu'on sait très bien que les psychométriques sont le sésame, ouvre-toi des universités. Et parfois ça coince. Il y a même certains étudiants qui décident de suivre la Mérina pour pouvoir améliorer leur note de psychométrique. De psychométrique, en tout cas, faire un savant mélange. Alors là, on ne va pas rentrer dans les calculs de l'université, mais il se trouve que lorsqu'on a refait une Mérina ou fait une Mérina plus un bon bac, plus certains psychométriques, mais si on n'était pas... Bon, enfin bref, il y a un calcul savant qui fait qu'on peut rentrer étudier des matières difficiles. Je pense à Salomé Ganizac, que nous avons reçu ici, qui était extraordinaire, qui a tellement galéré pour faire médecine et qui grâce à sa note de la Mérina, a pu faire médecine. Ça, franchement, c'était extraordinaire. Non, c'était magnifique. Même l'année dernière, on a eu elle. On a eu une jeune fille qui s'appelle Raphaël Emram et un jeune homme, Pierre-Charles Bensoussan. Ils ont été reçus tous les deux en dentaire. On était très, très contents. De la Mérina, donc. On les a préparés. Ouais. Oui, c'est ça. Bon, alors là, on a parlé du côté très académique, très sérieux, des cours, etc. Mais il y a aussi un côté où vous les prenez en charge personnellement. Vous vous occupez vous êtes la maman, on va dire la âme à bite de ce programme. Mais vous vous occupez personnellement vous les aider pour leurs examens, mais aussi pour leur vie au quotidien. Ben oui, ça arrive tous les jours. Hein. J'ai des étudiants qui rentrent dans mon bureau. Des fois, j'appelle ça le bureau des pleurs. Ça les fait rire. Mais parce qu'ils rencontrent des difficultés. De quel ordre ? Alors, si c'est sur le plan personnel, ils ne se confient pas toujours. Il y en a qui se confient plus facilement, mais ça dépend des rapports, je pense, qu'ils ont avec leurs parents. C'est pas... des conflits, ça peut être... je pense que c'est propre à toutes les aliotes. Mais bien sûr, mais c'est ce qui nous intéresse, évidemment. À mon avis, c'est aussi c'est des êtres humains, c'est pas seulement des étudiants. Ils ont exactement les mêmes problèmes que quelqu'un qui vient d'arriver en Israël. Le choc culturel, il y a des problèmes de langue, il y a des problèmes d'adaptation. Alors, qu'est-ce que vous faites quand ils débarquent et qu'ils pleurent, comme vous dites ? Il y en a plein qui pleurent. Qu'est-ce que je fais ? J'essaye de... Je gère les problèmes au coup par coup, de toutes les manières. Je crois que c'est comme vous, on n'a pas un guide avec... Ça, c'est sûr. Et puis, en tant que maman, l'expérience, et puis parce que je connais le monde, aussi le monde universitaire, donc ça m'aide... Ça m'aide à les... Vous décodez pour eux un peu. Un peu, parce que moi je connais les codes et qu'eux ils les connaissent pas encore, donc bien sûr que je mets mon expérience, si vous voulez, ma propre expérience et l'expérience des gens que je connais à leur service pour pouvoir les aider à avancer et voir un peu que ça se finisse plus vite que ce que peut-être que nous qui n'avons pas eu. Moi je suis arrivée en Israël il y a 25 ans, il y avait rien, exact. Aucune. Il n'y avait pas d'infrastructure pour les francophones, il n'y avait pas de. On nous regardait. On parle français ou c'est bizarre. Et donc, ça a bien changé. Hein. Ouais. Non, mais ça, c'est génial qu'il y ait maintenant, vraiment. Alors, justement, Valérie Carsanti, vous les aidez. Bon, ça, on a bien compris. Combien d'élèves vous accueillez chaque année ? Alors, bon an, mal an, je dirais 30, 35, 40. Enfin, vous voulez dire quoi ? Que des francophones ou... Les francophones aussi. Donc, on imagine c'est 35 ou 40 francophones qui s'intègrent dans un programme qui en comprend combien environ entre 250 et 300, à peu près. Donc, c'est un groupe de 300 élèves. Ouais. Et dans ce groupe de 300 élèves, vous avez en charge 40 francophones. Exactement. Voilà. Comment ça se passe, les relations entre eux ?
Ça se passe bien. Ils ont des groupes de prédilection, par exemple, avec les hispanophones. Ils s'entendent très bien parce qu'il y a beaucoup apparemment... C'est l'effet Despacito, c'est pour ça. Ouais, peut-être. Non, mais il y en a beaucoup qui parlent français. Il y a beaucoup de gens qui sont en Espagne qui parlent français. Donc, les enfants parlent français. Ils ont beaucoup plus de facilité de communication. En général, je dirais qu'ils sont mieux avec des Européens, quoi. Parce que, il y a une espèce de communauté de culture, etc. Les Russes, moins. Okay. On a aussi des bêtes curieuses, à la Mérina, comme des Coréens, des Japonais. Alors, ça reste pour eux des bêtes curieuses, de toutes les manières. Avec les Arabes, très peu. Il faut dire qu'il n'y a pas d'interaction du tout. Pour ceux qui ne connaissent pas le programme, il y a quand même beaucoup d'Arabes à l'université. Oui, il y en a plein. Voilà, mais ça apprend la mixité en même temps, ça apprend le mélange. Ils sont surpris, les francophones, quand ils débarquent? Donc, bien sûr que c'est un problème qui existe. Les parents, et ça les surprend. Et puis, quand ils envoient leurs enfants en Israël, ils s'attendent quand même à... Ils les envoient dans un pays juif, quoi. Ils les envoient pas aux États-Unis, pas au Canada. Et je veux dire qu'ils pourraient aussi. Donc, oui, c'est un petit peu choquant. Maintenant, entre francophones et arabes, il n'y a pas tellement d'interaction. Ils se connaissent parce qu'ils sont dans les cours, etc. Mais... Est-ce qu'il y a des débordements de part et d'autre? C'est-à-dire et des propos, un peu, voilà. Ça arrive, ouais, ça arrive. Il y a des années où il y a plus de tension parce que les événements aussi autour, parce que ça arrive, mais c'est toujours assez contrôlé. Parce que finalement... Je pense qu'ils ont la conscience, aussi bien les Arabes que les Français, qui sont dans un cadre où ils ne peuvent pas trop dépasser... certaines limites. Ouais, ils ont une espèce d'autodiscipline, je dirais, quand même. D'accord. Et puis nous, on essaie de les cadrer et de faire en sorte que, justement, ça ne dépasse pas... Il y a des Arabes qui ont été renvoyés parce qu'ils ont eu des propos qui dépassaient le cadre de l'université. Il y a quand même vous de la discipline. Attention, Oui. Vous êtes... Ouais, on est vigilants. Ok, d'accord. Alors, Valérie, un petit mot pour la Mérina de cette année. Je crois que vous avez combien d'étudiants? Là, j'en ai une quarantaine, ouais. Voilà, 40 ouais. étudiants. Ouais. Il y a beaucoup d'étudiants de Maïmo cette année. Ouais, je leur dis bonjour. Voilà, on leur fait un petit coucou s'ils nous écoutent. Comment ça se passe pour eux? Parce que là, ils viennent de commencer l'année, il y a combien de temps? Alors, eux, ils ont fait ceux de Maïmo, ils ont fait l'Ulpan Kites aussi. L'Ulpan d'été. Donc, ça aide beaucoup. Si vous voulez, ils n'arrivent pas comme un cheveu sur la soupe le 22 octobre, jour de la rentrée. Ils sont préparés. Oui, ça les prépare. Et puis, ils se connaissaient déjà d'avant, puisqu'ils viennent tous de la même école. Ils s'adaptent bien. Moi, je les trouve très dynamiques, très pleins d'enthousiasme et de volonté de progresser. Ouais. De réussir. Bon, c'est pas évident, mais c'est pas évident pour eux. C'est quoi qui bloque? Qu'est-ce qui bloque pour eux? Qu'est-ce qui est un peu difficile, justement? Alors, je pense et ça, c'est valable, à mon avis, pour tous les francophones. Ils ont une habitude de travail. Depuis la 6e jusqu'au bac, on leur dit le bac. Ils ont l'habitude de bosser. Et quand ils arrivent, ils sont persuadés d'une certaine manière que ça va être super facile. Ils ont le niveau de maths, ils ont le niveau en physique, ils ont le niveau d'anglais. Et puis tout d'un coup, ils se rendent compte que pas du tout. Que 5 iridotes ici en maths, ça correspond... C'est un niveau plus élevé qu'une ES avec une spé maths en France. Donc, ça les désoriente un petit peu parce qu'ils pensent qu'ils ont vraiment un super bac. Ouais, le super niveau, le super truc. Et puis, tout d'un coup, ils se rendent compte que le bac israélien a une tellement mauvaise réputation que c'est forcément... Vrai. Donc, en fait, c'est faux, ça aussi. On apprend plein de trucs avec vous. Ouais, c'est faux, oui. C'est-à-dire que sur certaines, si vous voulez, ils n'ont pas beaucoup de... Les Français, je dirais qu'ils ont plus de culture générale parce qu'ils ont fait régulièrement de l'histoire, de la géo, etc., de la littérature. Ouais. Il y a de la culture derrière. Mais maths, par contre, en Israël, on est plus fort que les Français. En maths, en anglais, en physique. Dans les matières qui sont plus ce qu'on appelle en hébreu réali, quoi. Les matières pas que scientifiques, mais qui cadrent le monde maintenant, quoi. Qui sont voilà. Okay. Donc il y a des surprises, il faut faire attention. Ouais. Bon, mais sinon, est-ce qu'ils s'adaptent à leur nouvelle vie, faire leur machine tout seuls, leur popote, vivre en communauté Alors, en général, c'est très très drôle. Les Israéliens, les Hébreux, les filles, tout ça. Ouais, c'est marrant parce le groupe, il se forme tout seul et il y a toujours des rôles qui sont attribués. Souvent, par exemple, il y a une fille qui est la cuisinière.
du groupe. De tout le monde. Ah, bah, bien Alors, sûr. non, mais c'est drôle. Ils font alors, je sais pas, le jeûne de, j'en sais rien, moi, Tisha B'Av ou quelque chose de. Ou, et le soir, ils se rencontrent. Tzom Gedalia, et Ouais. tout le monde se rencontre. Et la fille en question, elle a préparé le petit gâteau parce ils peuvent avoir des fours dans les méonotes. Donc, elle a fait le gâteau pour tout le monde et tout le monde coupe le jeûne ensemble et tout. C'est très sympa. mignon. Ouais. Ils ont des activités où ils sortent, où ils découvrent Israël un peu, Alors, ou des activités où ils connaissent un peu plus, peut-être même la politique israélienne, la Knesset, pourquoi pas? Oui, alors il y a deux choses. Ils ont un cours d'histoire avec une prof qui est exceptionnelle, un cours d'histoire en français qui s'appelle Eliora. Elle est chercheure associée à l'université. C'est docteur en fait, Eliora, parce que voilà. Et elle leur donne un cours sur le sionisme et l'histoire contemporaine d'Israël, qui est très très intéressant parce que ça leur explique, si vous voulez, ce qui se passe maintenant. Où ils sont. Et ouais, où ils sont et ce qui se passe autour d'eux. C'est quand même, il est exceptionnel ce cours. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, on organise des sorties. Alors, il y a une sortie au musée d'Israël. Il y a une sortie à Yad Vashem. On organise quelques sorties dans le programme. Et le but du programme, c'est non, c'est pas ça, mais c'est simplement pour comprendre clairement où ils sont arrivés. Alors, justement, vous me parlez d'Eliora et vous me faites rebondir avant de vous quitter parce que c'est une quand même spécificité de votre programme. C'est qu'évidemment, c'est un programme académique, mais vous leur enseignez aussi la méthodologie. Comment on rédige un devoir quand on est en Israël et quand on est à l'université. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de faire puisque en France, on a l'habitude de rédiger un devoir thèse, antithèse, synthèse. En Israël, ça n'existe pas. Ce n'est pas du tout la même façon de procéder. En Israël, on veut l'avis de la personne qui rédige. On veut connaître la personne qui écrit, qui rédige ce devoir et donner son sentiment. Ça n'existe pas du tout dans l'éducation française. Ils ne sont pas un petit peu déboussolés avec ça? Ils ont du mal, je vais vous dire, je crois que mais à mon avis, ça doit être un problème, je pense, qui est plus général que peut-être pas circonscrit à l'université hébraïque, mais ils ont un problème de repère parce que là, vous parlez justement de l'écriture académique, mais c'est extraordinaire, un cours sur l'écriture académique. Ouais. Donc, quand on a fait ce cours-là, les études sont facilitées, forcément. Ça aide beaucoup, mais il y a ces cours-là en hébreu aussi. Hein. C'est pas que en français. Bien sûr. Mais ce que j'allais dire, c'est par exemple le rapport prof-étudiant. Ils n'ont pas du tout l'habitude de s'adresser au prof par son prénom, ni de le tutoyer, ni d'avoir. Il y a une espèce de proximité, mais en même temps qui est pas une. Ça veut pas dire de la familiarité, c'est d'avoir une proximité à laquelle ils sont pas habitués. Et je pense que c'est presque, enfin c'est ça que j'ai appelé ça tout à l'heure, choc culturel, quoi, l'espèce de trouver sa place. Ça prend des fois du temps. C'est incontestable. Je pense qu'ils ont des fois du mal à se situer par rapport à leur environnement. Ils découvrent Israël, en fait. Ouais, complètement. On peut tutoyer son professeur, boire un café avec lui et malgré tout recevoir mail, 0 à sa copie si le lendemain on n'était pas au niveau. Exactement. Ça n'a aucun rapport. Ouais. Et ils sont. Ça, je pense qu'ils ont c'est difficile. Pas pour tous. Il y en a qui s'adaptent très facilement. Moi, je sais qu'avec les étudiants, c'est drôle parce que c'est toujours mon test. Il y a une espèce de test que je fais. Je leur dis au début de l'année, on fait une réunion, je leur explique, etc., comment ça fonctionne. Bon. Et je leur dis, bon, donc je me présente, je m'appelle Valérie, voilà mon numéro de téléphone. Bon, je ne vous montre pas le nombre de WhatsApp que je reçois parce que c'est. Voilà. Et très rapidement, il y a deux groupes. Il y en a qui continuent à me dire Madame Carsanti, et il y en a qui m'appellent naturellement Valérie, qui me tutoient. Et ceux-là, je sais qu'ils vont réussir à s'intégrer très rapidement. Ok. Bon, bah alors voilà, il faut tutoyer, c'est bien. On est mal parti. Ouais. Non, ça veut pas dire taper sur l'épaule et non, c'est pas ça. Mais je veux dire, ils comprennent le type de relation qu'on peut avoir, même avec des gens qui sont de l'académie, qui sont là plus, disons. Des adultes référents, on peut même tutoyer ce genre de personnes, il n'y a aucun problème en tout cas. Juste pour terminer, parce qu'on a dit que c'était un programme Massa, on n'a pas parlé du montant du programme. C'est un programme qui coûte très cher, qui est
forcément réservé à une certaine catégorie de personnes. J'espère que ça va changer. En tout cas, moi aussi. Il n'y a pas de raison parce qu'il y a des bacheliers qui sont très talentueux, très méritants, qui ont des notes extraordinaires et qui parfois se voient fermer les portes de ce programme par manque d'argent. Ce n'est pas normal. Il faudrait que ça change. C'est vrai. On essaye, hein, je vais vous dire j'essaye vraiment d'avoir le maximum de bourses pour chaque étudiant, en dehors de la bourse Massa, parce qu'il y a 6200 $ la bourse Massa. J'essaye vraiment par tous les canaux dont je dispose d'essayer d'obtenir. Alors, oui, parce que c'est un programme qui coûte 25 000 $, si je ne me trompe, 25 000 shekels, pardon, si je ne me trompe pas, l'année. Mais ça, c'est pour les Israéliens. D'accord. Pas pour les touristes. Les touristes, ça coûte. C'est plus cher. C'est 12 500 la Mechina, 9 000 Bassis. Bon, enfin, c'est 2 programmes qui sont parallèles. Et puis à ça, il faut rajouter l'Ulpan Kites et le logement. Voilà. Donc ça revient, la Mechina, à 23 000 $, un truc comme ça. Par an. Voilà. Bon, évidemment, il y a des bourses, mais pas suffisantes forcément pour permettre l'accès à un plus grand nombre. Et c'est vraiment dommage parce que c'est quand même l'Université de Jérusalem. C'est une vitrine pour notre pays. On espère que de nombreux étudiants pourront y participer. En tout cas, merci beaucoup Valérie Carsonti d'être venue, nous avoir un petit peu éclairé sur ce programme, voilà, sur ce que vous faites sur l'université. Merci Cathy de donner la possibilité que des gens sachent ce qui se passe en Israël, quoi, parce que c'est quand même, je pense que c'est comme ça qu'on fait venir des gens et vraiment, kol hakavod. Je ne suis pas toute seule, on est toute une équipe, évidemment. On les salue tous d'ailleurs, on en profite. Sans eux, rien ne serait possible, croyez-moi. Voilà. En tout cas, merci Valérie. Vous pouvez descendre l'application, vous pouvez le faire tout de suite même, l'application Studio Kalita, si vous voulez réécouter l'émission. Voilà, c'est très facile. Vous rentrez sur votre smartphone et vous descendez Studio Kalita. Voilà, merci beaucoup, à bientôt et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Ciao. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Kalita. Les dossiers Kalita, pour en savoir plus sur l'ALIA.